Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter. Je suis Blandine Émilien. Je fais partie de l'équipe de recherche qui organise ce colloque en collaboration avec le CAMAC et nos autres partenaires. Cet atelier a pour but de nous aider à réfléchir, du moins à créer des pistes de réflexion sur la façon dont la GRH est amenée à s'ajuster aux nouvelles exigences du 4.0. Notamment de par ce que cela implique pour le rôle du gestionnaire, de son agilité, et aussi de ses attentes et des attentes des employés en termes de compétences pour mieux faire face aux demandes de ces technologies. Alors, nous aurons 3 présentations, notamment de deux personnes de l'industrie et d'un chercheur universitaire, Monsieur André Bisson, directeur des ressources humaines chez Héroux DevTech, Monsieur Vincent-Pierre Giroux, ensuite, directeur capacité et apprentissage organisationnel, qui va peut-être nous expliquer ce que cela implique. Et aussi Monsieur Christian Lévesque, que vous avez vu tout à l'heure, professeur titulaire à HEC Montréal. Après ces présentations, je prendrai quelques questions. Et ensuite, je vais vous inviter à discuter autour de vos tables. C'est un peu le but de cet atelier, de discuter autour de vos tables, autour d'une question que je vous mentionnerai à la suite des questions. Et nous reviendrons pour clôturer ensemble et pour interagir avec nos 3 conférenciers sur ces pistes de réflexion que nous recherchons sur la GRH. Sans plus tarder, Monsieur Bisson, merci. Juste appuyer dessus, oui. Juste pointer vers là. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Qu'est-ce qui a été l'impact des changements ou l'évolution technologique chez Héroux DevTech Laval? Qui est Héroux DevTech? On est le 3e plus grand fabricant de trains d'atterrissage au monde. Président, M. Gilles Labbé, puis lui, son dicton à lui, c'est pas d'être le plus grand, mais c'est d'être les meilleurs. Donc, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé en 2013, quand on a décidé de prendre la décision de faire un changement technologique. On avait un centre d'excellence dans usinage, réparation et entretien, assemblage et essai hydraulique. On parle d'une usine qui avait, quand on montait à 189 employés cette année-là, un chiffre d'affaires de 32 millions, syndiqué avec l'OIMTA. La situation qui prévalait ou le contexte qu'on avait, c'est qu'en 2013, on ne gagnait plus de contrats. Le secteur aéronautique, c'est très compétitif. On parle des marchés émergents, mais c'est mondial. Donc, les situations étaient difficiles. Okay? Nos coûts opérationnels étaient très élevés. La productivité n'était pas optimale. On avait un parc machine vieillissant. Puis la qualité n'était pas nécessairement toujours au rendez-vous. On avait un taux d'erreur qui faisait qu'on faisait peut-être pour 1 million, 200 000 $ de non-qualité. Donc, le statu quo qu'on avait à cette époque-là ne pouvait pas être maintenu. Il y a eu une vision. On a Dominique Dallaire, le directeur général de l'époque, qui a, lui, décidé de dire il faut qu'on se modernise, il faut qu'on aille vers quelque chose de nouveau, une usine moderne. Donc, de faire un système manufacturier flexible. Et c'est vraiment le croquis de base qui a servi, c'est le dessin initial qui a été fait. Fait que 2013, on décide à ce moment-là de demander aux syndicats une réouverture de la convention collective, 16 mois avant l'échéance. On veut faire des investissements qui vont se totaliser 18 millions sur 3 ans, et avec des équipements de pointe. Puis on veut trouver une formule gagnante. Donc, on veut avoir contrôle des coûts. On veut connaître aussi avoir une paix industrielle pour cette période-là. On veut faire en sorte aussi d'avoir un niveau de flexibilité qui va permettre les mouvements de main-d'œuvre, puis reconnaître la compétence des gens dans l'industrie, dans notre secteur. Puis on a eu des discussions avec le syndicat, puis le syndicat et les employés ont eu une ouverture d'esprit. Il y a eu un vote qui a été fait, puis de mémoire, les chiffres ont au-delà de 70-75 %, ils ont accepté la réouverture de la convention collective. Je vous mets des extraits de la convention collective parce que pour moi, c'est aussi le cœur de la situation. On a des employés qui sont prêts à changer, qui ont une ouverture, mais qui ont aussi des craintes. Puis on a des craintes sur notre côté aussi.
Donc, on veut promouvoir la flexibilité. On a 2 départements d'assemblage, un neuf, R&O, puis on veut que les gens puissent se promener d'un à l'autre. C'est vraiment, la flexibilité va être un point important lors des déplacements temporaires. On a une prime de jumelage, donc les gens opèrent plus d'un équipement à la fois, ça va à 2, 3, où on va regrouper des cellules d'équipement. On avait une prime qui était même plus généreuse à l'époque, qu'on a modifiée pour ajouter une prime de complexité. Pourquoi? Parce qu'on veut reconnaître la compétence des gens, puis on veut aussi reconnaître et payer le niveau de difficulté. Puis ce n'est pas tout le monde qui a cette flexibilité-là ou cette façon de faire-là ou d'être capable de s'adapter. Donc, on voit là qu'en fonction du nombre d'axes, la complexité des machines, à ce moment-là, il va y avoir une rémunération qui va être différente, puis un petit peu aussi à l'assemblage pour les tests hydrauliques. Changement technologique, ça amène aussi des craintes. Ça amène que, même si les 2 parties reconnaissent ce que je dirais que la nouveauté, l'automatisation, la mécanisation en soi, c'est bien pour le futur, c'est bien pour les emplois, mais il faut définir c'est quoi. C'est qu'est-ce que ça amène comme changement majeur. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau des prérequis de la formation? Est-ce que la période de formation va être raisonnable? Fait qu'on a introduit dans la convention collective, soit déjà avant où on a modernisé ces clauses-là pour refléter cette réalité-là. Tu sais, toute la notion d'entraînement raisonnable. J'ai introduit une nouvelle formation demain matin. Il y a des gens qui vont peut-être la prendre en 8 heures, d'autres, ça va peut-être prendre une semaine. Où va commencer le raisonnable et où va se terminer? Il faut qu'il y ait une certaine flexibilité de ce côté-là. Puis il y a des gens qui vont décider ou qui ne pourront pas réussir. Bien, il faut prévoir un mécanisme. Il faut prévoir en sorte que ça va arriver. Il faut en être conscient aussi, je pense. C'est important. Lettre d'entente sur la flexibilité. Et il faut qu'il y ait des gains des 2 côtés. Pour les employés, il y a, puis je pense même la nouvelle génération, on veut de la flexibilité. Il va arriver un matin que tu arrives en retard, mais tu ne veux pas que ta paye soit coupée. Donc, on va essayer de faire en sorte que ces gens-là puissent, 4 heures par semaine, s'il arriverait un imprévu ou une situation, qu'on puisse, ce qu'on appelle flexer chez nous, puis que s'il y a une opportunité, il va reprendre ce temps-là. Tu sais, il faut que ça soit une formule donnant-donnant, puis il faut que ça trouver le meilleur des 2 mondes sans exagération. Et ça, c'est là que des fois, on va avoir des cas spéciaux qu'il va falloir qu'on ait plus de discussions. Je pense que Jonathan, notre président de syndicat, est dans la salle, je pense qu'il comprend ce que je veux dire. L'autre point important, c'est la protection des salariés. Quand on introduit des nouvelles technologies, ces changements-là majeurs, les gens là, veulent en faire en sorte qu'ils soient protégés. Ces craintes-là sont légitimes. Tu as des travailleurs de tout niveau. Il y en a qui ont une éducation peut-être plus importante, des formations académiques, mais il y en a qui ont appris sur le tas, qui sont là. Puis, eux autres, là, faire le pont, ça va peut-être être difficile. Donc, il y avait, je pense, un assentiment des 2 côtés qu'il fallait qu'on fasse en sorte de protéger ceux qui étaient là au moment qu'on négociait la convention collective d'une façon plus soutenue. Donc, c'était de rassurer les gens sur l'intégration, de créer des nouvelles classifications. On a créé des nouvelles classifications qui s'appellent adjoint à production. Il y avait 3 ou 4 petites jobs différentes qui étaient tous importantes, sont tous importantes ces jobs-là. Là. On les a amalgamés puis on les a réunis sur le même créneau qui s'appelle adjoint à production qui vont supporter les métiers principaux. Il y a eu des discours un petit peu différents. Moi, je vais ramener ça. Nous, ce qu'on a, on voit une valeur très importante aux métiers principaux. Notre machiniste CNC, ce qu'on veut, c'est qu'il machine, qu'il se concentre sur la job qu'il a à faire. C'est un métier, il y a de la programmation, il y a des choses, mais on a encore besoin de cet apport-là important. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'enlever les tâches qui peuvent être un peu faites par plus de personnes, donc rentrer le colonne dans la machine, faire du nettoyage, amener les outils de coupe. On a tassé ça, puis on a dit aux gens, vous les machinistes, parce que ça a été beaucoup la transformation à l'usinage, vous allez vous concentrer sur les nouvelles jobs, sur la programmation, vous allez supporter
Il y a une interrelation beaucoup plus grande qui va se faire avec les programmeurs parce qu'on a des pièces de plus en plus complexes. Notre marché, ce n'est pas des pièces simples. On n'est pas compétitif dans ce marché-là. Donc, on va aller vers des pièces beaucoup plus complexes. Fait qu'on va aussi faire l'introduction du poste d'adjoint, mais on ne l'a pas fait tant que ça dans tous les corps de métier presque. On va pouvoir supporter des tâches principales dans plusieurs métiers, que ce soit à la maintenance, à l'assemblage, à la paint shop. Le peintre, tu veux qu'il peinture, pas qu'il masse des pièces, idéalement, ou qu'il en nettoie. Transfert temporaire des adjoints, bien, on a aussi fait en sorte que dans le cas de réduction de personnel, on s'est assuré que les métiers principaux seraient encore là protégés. Donc, tous les adjoints qui supportent une classification principale vont être mis à pied en premier. Donc, ça permettait aussi de rassurer encore plus les métiers de cette transition-là. Il a fallu aussi adapter les classifications ou les descriptions de tâches à la nouvelle réalité. Le machiniste fait des choses additionnelles. Il va utiliser des machines FMS, on a un système manufacturier flexible. Il va avoir une participation accrue. Les adjoints ou achats, ajusteurs, monteurs d'outils, bien eux autres, avant, ils faisaient juste monter des outils, puis c'était dans le petit créneau sur le coin, mais maintenant, il va peut-être aller les mettre dans l'équipement, parce que, oui, on augmente la production, on augmente l'efficacité, mais on augmente aussi le besoin d'alimenter ces machines-là, ces équipements-là, d'une façon vraiment différente. Et bon, la description de tâches, puis aussi en cas que les craintes encore là qu'il fallait combler, c'est y a-t-il un secteur d'activité qui va fermer? Y a-t-il une fermeture? On voulait mettre une certaine clause de protection des deux côtés, dans ce sens-là. L'investissement, on a investi 18 millions sur cette période de 4 ans, qu'on parle à peu près 3 ans et demi. Un des cœurs de cet investissement-là, c'est le système manufacturier flexible, où c'est-à-dire on rattache des machines Okuma, des MA 600, sur un centre qui va gérer les 4 machines. Donc, on va gérer la production des machines, on va gérer la planification de l'ordre de production, puis un opérateur peut gérer ça. En général, on en a 2 parce que l'alimentation, ce qu'on appelle flipper les inserts, faire le montage pour pouvoir rentrer dans la machine, tout ça, bien, ça prend du monde. Mais ça a entraîné des changements importants. Fait qu'on a sorti 18 équipements. Donc, j'en sors plus, puis j'en rentre 12 neufs dans cette période-là. Mais si avant, j'avais 18 équipements, que j'avais une personne ou à peu près par équipement, puis j'en ramène 12, ça veut dire qu'il y a des changements de corps. Okay? Il y a des gars peut-être qui étaient de jour, qui se ramassent de soir. On a impacté leur vie. Les gens qui opèrent 2 machines, 3 machines, c'est une façon de penser. Il y a une collaboration plus grande. Eux autres, leur vie ont beaucoup changé. Et ça, c'est important. Il a fallu aussi tout changer la programmation des machines. Quand tu vas avec un système où tu veux qu'en continu, la machine fonctionne pendant les pauses repas, entre les quarts, il faut que ta programmation des équipements, de tes pièces, soit beaucoup plus robuste. Donc, nous, on a augmenté le nombre de programmeurs, on a augmenté le temps de programmation pour cette réalité-là. Oui, encore une interaction encore plus grande avec les employés directement sur le plancher, parce que cette expertise-là de nos machinistes, elle est encore importante, puis je pense qu'elle va demeurer importante. Puis on a monté aussi des machinistes qui sont devenus programmeurs. On essaie de créer cette croissance-là, pas juste à l'externe, où on a des ingénieurs, mais on est allé groomer les métiers, parce que ces gens-là, ce qu'on veut, c'est les attacher le plus longtemps. Cette réalité-là, il faut qu'eux autres aient un sentiment d'appartenance et restent le plus possible avec nous. Donc, on a mis des bancs de tests de nouvelle génération. On a introduit un robot automatisé. On a une planification visuelle. Donc, quand la job se termine, s'il y a un changement de programmation de la planification, on le voit immédiatement. On voit aussi l'usinage en cours.
Donc, on voit le pourcentage, choix d'utilisation, de disponibilité, l'efficacité. Là, c'est transparent. OK? Tantôt, on disait, on ne se sert pas de ces données-là pour discipliner ou quoi que ce soit. Nous, ce que je dirais, que ces données-là nous donnent une indication, ça va nous amener des questionnements. Si on a un arrêt machine, oui, effectivement, on a un genre de téléavertisseur, on le sait immédiatement sur le cellulaire. OK. J'augmente la vitesse. Les cellules, on a été avec des subventions. Rapidement, ce que je vous dirais, les outils de formation vont être importants. Il faut qu'on ait des outils visuels qui sont directement à ces machines. Il faut que les employés puissent être formés adéquatement. La qualité des formateurs va être un point majeur. Puis il faut être conscient que tout le monde ne réussira pas. Il va y avoir des difficultés. Donc, la formation, c'est un passage obligé. On ne peut pas reculer, on doit aller complètement en avant. Donc, il faut faire le pont des compétences. Il faut être bien outillé, il faut avoir des outils visuels, il faut les remettre en question constamment. Puis, je pense que dans la démarche, on a eu le syndicat a eu un rôle majeur d'ouverture. On avait un contexte favorable qui nous a aidés à faire en sorte qu'on puisse avoir cette ouverture-là d'investissement. Le constat, rapidement, on passe d'un chiffre d'affaires de 32 millions à 55 millions avec 146 employés versus 189. La qualité s'est grandement améliorée. Les profits aussi, la marge de profit, on n'est pas dans les ordres de 40 %, loin de là, mais elle s'est grandement améliorée de ce côté-là. Puis, il faut savoir aussi une chose, il faut que ce soit une formule gagnant-gagnant, et tout n'est pas connu. Il va y avoir des zones grises. On rentre un système manufacturier flexible qu'on ne connaît pas. On aurait dû amener même le syndicat avec nous quand on est allé visiter les équipements à plus. Qu'est-ce qu'on était voir? Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, puis il faut se faire confiance. Il faut garder et établir un climat de confiance. Merci beaucoup, M. Bisson.